à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler d'un ermitage où je vais quand je quitte Paris. Donc de temps en temps j'ai besoin de me ressourcer et donc je vais dans un ermitage en Normandie. Alors par hasard, il y a des années, j'ai trouvé un ermitage bouddhiste en plein cœur de la Normandie où vit un moine zen qui en fait a construit un temple dans son jardin et c'est vraiment au milieu du bocage normand. C'est très isolé, le soir on pratique la méditation, c'est très calme, c'est vraiment une petite bulle et donc j'y vais pour me ressourcer quand je quitte Paris. Aujourd'hui je vous propose l'interview d'Hervé Mongy, moine zen et enseignant en méditation qui a construit un petit ermitage en plein cœur de la Normandie. C'est parti. Alors j'ai commencé à pratiquer le zen lorsque j'ai rencontré un moine zen qui s'appelle Mokudo, près de Paris. Surtout je cherchais en fait un lieu où je pourrais justement me retirer quelque temps pour mettre justement du calme dans mon esprit qui était à ce moment-là très agité. Et donc il se trouve que j'ai appris un peu par hasard qu'il y avait quelqu'un qui habitait peut-être, je sais pas, à 1 kilomètre de chez moi et qui était, était moine zen. Bon, déjà, je trouvais ça surprenant qu'il y ait un moine zen près de chez moi. Je connaissais rien du tout au zen, voilà, ni à ce genre de pratique. Et bon, à la fois parce que j'avais envie un peu justement de rencontrer une pratique voilà, qui m'aide. Et puis parce que aussi par curiosité. Donc j'ai donc rencontré ce moine. Alors d'abord j'ai été surpris parce qu'il n'était pas du tout comme j'imaginais ce que pouvait être un moine zen. C'est-à-dire qu'il il parlait un peu l'argot parisien. Pas du tout dans les explications ni quoi que ce soit. Il m'a dit bon bah écoute, si vraiment ça t'intéresse, bah, tu viens, voilà, tel endroit, tel jour, voilà, telle heure. Bon, ok. Donc je vais au lieu dit, le jour donné. Là, c'est donc dans une petite cabane au fond d'un jardin, là, dans une pente. Et puis il me dit, bon voilà, il me montre la posture, l'assise sur le coussin, les jambes croisées. Et voilà, bon bah tu te concentres simplement sur la respiration et tu essaies de ne pas gamberger. Donc voilà, je me suis assis, ça a été difficile parce que évidemment je n'étais pas du tout habitué à m'asseoir de cette manière et puis rester immobile et puis tout ça, donc j'avais des tensions, donc c'était très dur physiquement. Mais finalement, à la fin, tout d'un coup, j'ai réalisé que j'avais réussi à rester quelque temps, pas très longtemps à chaque fois, mais simplement concentré et donc à mettre le mental au repos. Et donc pour moi, c'était une découverte, une grande découverte que c'était possible que ce mental reste au repos et puis que finalement tout allait bien. J'étais à un moment de ma vie où il y avait beaucoup de complications, du fait justement de tout ça, de toute cette agitation mentale. Mais à l'époque, je ne voyais pas comment on pouvait faire autrement, que je ne voyais pas comment je pouvais faire autrement que d'être dans cette cogitation mentale. D'autant plus que, en fait, tout au cours de ma vie, dans mon activité professionnelle, c'est surtout le mental en fait qui était mon principal outil de travail. Et donc pour moi, c'était quelque chose qui était complètement naturel et évident. Donc là tu découvres donc un moyen pour un peu faire taire ce mental surexcité. Et ça t'a si bien parlé que donc t'es devenu moine zen.
Donc là, ça fait 20 ans à peu près. Ça fait 20 ans, oui. Oui, ça va faire 20 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la pratique du Zen Soto? Donc, tu pratiques le Zen japonais, le Zen Soto. Alors en fait, le moine que j'ai rencontré, donc lui pratiquait avec une sangha dans la tradition donc du Zen Soto, qui a été enseigné en France et en Europe par maître Deshimaru dans les années 70. Donc c'est une tradition qui remonte, enfin du moins la branche japonaise remonte au XIIIe siècle, donc c'est maître Dogen qui a été le premier patriarche, comme on dit. Mais lui-même avait fait un séjour auparavant en Chine et avait rencontré la pratique du Chan, parce que bon, le Zen en fait c'est le Chan qui vient de Chine. Donc le Zen Soto en fait a été amené au Japon donc par maître Dogen, et donc cette tradition du Zen Soto se réfère beaucoup aux enseignements de maître Dogen et à tous ses successeurs ensuite. En fait, le Chan, le mot Chan est la transcription en chinoise donc du terme sanskrit dhyana, qui veut dire justement recueillement silencieux, c'est-à-dire se recueillir en soi-même. Donc le Chan, dès le départ, mettait l'accent sur se recueillir en soi-même. Et donc dans le Zen Soto, effectivement, ce recueillement en soi-même, c'est ce qu'on appelle le zazen, l'assise silencieuse, qui vise justement à être simplement présent à la situation, à la circonstance telle qu'elle est, là, maintenant. Lorsqu'on est assis dans le silence, donc immobile, il n'y a pas d'activité spéciale à faire, si ce n'est être présent. Et bien qu'on ne fasse rien, évidemment, il se passe énormément de choses. Dans ce corps, il y a une certaine énergie qui est là, qui permet évidemment au corps d'être simplement déjà vivant, et puis de rester aussi, de rester droit, immobile. Il se passe plein de choses qui permettent au corps de rester simplement immobile. Donc il y a cette énergie, il y a cette respiration donc, qui sert de support aussi, du moins au départ, pour être concentré. La respiration, elle est toujours là. On peut la sentir, on peut vraiment vivre cette respiration. Donc ça sert de support en fait, pour se concentrer et mettre le mental au repos. Mais évidemment, c'est pas la seule chose qui se passe. Lorsqu'on élargit un peu l'attention, au-delà de cette concentration à la respiration, il y a des sensations dans le corps. Alors surtout au début, quand on s'assoit, il y a des sensations parfois un peu difficiles, parce que le corps est un peu raide, et un peu, etc. Donc il y a ces sensations-là. Au-delà aussi, il y a l'atmosphère autour qu'il peut y avoir. Bon, aussi, il peut y avoir des sons, il peut y avoir... il se passe plein de choses. Et puis aussi, il y a des pensées, évidemment, que le mental, il renonce pas aussi facilement que ça à rester, à être au calme. Donc il y a inévitablement, parce que c'est automatique, des pensées qui arrivent. Sauf que quand on est dans cette situation d'assise, les pensées, on les voit. À un moment donné, on les voit assez rapidement. Donc dès qu'on les voit, automatiquement, elles s'évaporent parce que elles s'arrêtent. Dès qu'on en a conscience, elles s'arrêtent. C'est automatique. Et à ce moment-là, on revient à l'assise, on revient à la respiration, on revient aux sensations. Et peu à peu, avec le temps, le mental prend moins de force, prend moins d'importance. Évidemment, il ne s'agit pas de... Encore une fois, le mental, ça fait partie complètement de la nature humaine. C'est un de ses constituants. Cette capacité, enfin le langage, cette capacité à mémoriser, cette capacité à analyser les choses,
à communiquer, tout ça, ça fait partie complètement de la nature humaine. Donc il ne s'agit pas évidemment de rejeter le mental, mais là où ça peut poser problème, c'est quand ce mental continue à diriger alors que ce n'est pas nécessaire. Donc à ce moment-là, comme il a besoin d'exister, il va entretenir des situations qui ne sont pas adaptées à notre existence. C'est-à-dire pas adaptées à la situation telle qu'elle est, là maintenant. C'est-à-dire par exemple quelqu'un dit quelque chose que vous allez interpréter comme étant comme une critique, et aussitôt le mental, il va en faire toute une histoire. Il va dire oui, celui-là, pourquoi il dit ça, quel imbécile, d'abord c'est lui, d'abord qui est un crétin, etc., etc. Et il y a une colère qui va venir, il y a tout un jugement, une critique, il va y avoir toute une histoire. Et peut-être qu'après, moi je vais répondre quelque chose, l'autre aussi, puis ça va créer toute une dispute, et puis voilà, et puis ça va prendre des proportions. Du coup, tout le monde va être dans une tension, tout le monde va souffrir, alors qu'en fait, au départ, il n'y a aucune raison. Il y a juste peut-être quelqu'un qui a dit un mot, qui a été interprété par le mental, qui a créé tout un scénario qui n'est pas la réalité, qui est simplement une construction du mental en fonction. Cette construction, en fait, c'est faite en fonction de tout un tas de mémoires que j'ai, que la personne a, et qui sont mises en mouvement de manière automatique. Tout ça, c'est des mémoires, des connaissances, entre guillemets, du mental, qui ont été emmagasinées depuis tout le temps, depuis l'enfance. Et toutes ces connaissances-là, toutes ces mémoires-là, tout d'un coup, sont mises en activité dans une situation sans que ce soit justifié, sans que ce soit adapté. Et donc par la pratique, on apprend à reconnaître ça. En étant présent, on apprend à reconnaître que, ah tiens, à un moment donné, une situation qui a fait que j'ai été entraîné, mon mental a été entraîné, alors qu'en fait, la situation telle qu'elle était ne justifiait pas. Et donc à ce moment-là, on revient à la simple présence. On remet exactement comme quand on est assis, tout d'un coup, quand on est en train de penser à une complication de notre vie, alors qu'on est là assis tranquillement à respirer, et que de toute façon, on n'a aucun moyen d'agir. Mais c'est juste la mémoire, en fait, le souvenir de ces complications, tout d'un coup, qui s'est réactivé, parce que c'est automatique. C'est le cerveau, à ce moment-là, personne n'a décidé, en fait, tout d'un coup, de revenir à une situation antérieure. Personne n'a décidé. C'est le cerveau qui, automatiquement, le mental, parce que justement, il est habitué, il est entraîné à toujours diriger notre vie. Et donc, lorsqu'il est au repos, d'une certaine manière, pour lui, c'est contre nature. C'est contre nature, parce que notre existence est associée à son fonctionnement. Et donc, il va essayer de revenir en premier plan. Et tout ça, quand on est attentif, justement, d'où la pratique de l'attention, concentration, attention, on est attentif à tout ça à ce moment-là. On est de plus en plus attentif. Et le fait d'être simplement attentif, de voir tout ça, en fait, ça montre que tout ça, en fait, n'a pas de réalité. Tout ça, c'est une construction. Et plus on le voit, moins ça a de force. Parce que ce qui fait la force de tout ce mécanisme-là, c'est qu'on est dans l'ignorance. C'est qu'on ignore tout ça. C'est qu'on ne le voit pas, en fait. C'est qu'on s'identifie dans la vie courante.
c'est ce qui se passe. La plupart des gens ignorent évidemment qu'ils sont dirigés par le mental. Ils ignorent le fait que qu'ils sont identifiés à ça. C'est-à-dire pour eux, voilà, c'est leur personnalité comme ça. Et puis voilà, et puis pour eux, c'est tout à fait normal. Alors que quand on est dans l'attention, on voit que tout ça, ce sont en fait des mécanismes. C'est pas quelqu'un, en réalité. Je ne suis pas ma colère. Voilà. Enfin si, au moment où je suis en colère, je suis ma colère. Il n'y a plus que la colère. Mais cette colère n'est pas moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moi permanent qui est coléreux ou qui a telle caractéristique. Ce qu'on appelle le moi, dans cette manière de voir, c'est en fait la circonstance telle qu'elle est là maintenant. Là, effectivement, il y a quelqu'un, et là on échange, tous les deux, voilà, toi tu es Simon, moi je suis Hervé. On échange, donc il y a une circonstance, mais en même temps qu'on échange, on change aussi. En même temps qu'on échange, on change. C'est-à-dire que là, le corps n'est plus tout à fait le même. Si on est attentif, nos sensations changent, notre état d'esprit change, même un tout petit peu. Donc ce fameux moi-là, il change sans arrêt. De sorte que si on est vraiment attentif, tout d'un coup on voit la colère, on voit que c'est un mécanisme, donc on ne s'identifie plus, on voit qu'en fait c'est une situation qui a suscité cette colère, et donc par le fait elle prend moins de force, et tout d'un coup ce moi change. Ça n'est plus la colère, ou c'est plus la même colère. Même s'il y a encore une colère, c'est plus la même colère. C'est plus une colère uniquement tournée vers soi. C'est une colère peut-être que la situation justifie. Mais c'est plus du tout la même colère. Ou il n'y a plus de colère du tout à ce moment-là, éventuellement. On en revient à l'origine des enseignements du Bouddha. Hein. C'est la souffrance. La souffrance donc vient du fait qu'on s'identifie à un personnage, donc un individu, et s'identifiant à un individu, on en est prisonnier en quelque sorte. Donc on n'est plus capable de s'adapter à une situation telle qu'elle est. La situation va être automatiquement interprétée en fonction de l'individu qu'on pense être. Mais tout ça, évidemment, étant complètement inconscient, se faisant sur un mode automatique. Et lorsqu'on prend conscience de ça, alors prendre conscience, ça ne veut pas dire en prendre conscience seulement de manière, comme on le fait là, de manière intellectuelle, ça veut dire aussi en prendre conscience en situation. Et ça, c'est plus difficile. Autant, effectivement, on peut comprendre, là, ce que j'explique, je pense que n'importe qui peut le comprendre. Mais après, le problème, c'est de le mettre en pratique, en situation. Justement, par définition, comme on disait tout à l'heure, en situation, il y a un mode automatique qui se met en route, alors qui fait que on va être entraîné en fait par une émotion, par une colère, par un jugement. Mais lorsqu'on s'entraîne à être dans l'attention, ce qui est le fondement de la pratique du zen, hein, dans l'attention, dans la présence, de plus en plus, dans la vie quotidienne, on va être capable aussi d'être dans cette attention et cette présence. Et donc, on va être capable de prendre conscience quand il y aura une situation comme ça, où tout d'un coup, on va à nouveau être entraîné par notre mental, par nos mémoires, nos habitudes mentales. On va le voir. Et on va le voir de plus en plus vite. Alors parfois, on va le voir
dans le déroulement de la chose, à ce moment-là, la chose va prendre moins de force, mais bon, il y aura quand même déjà eu un début de, comment dire, d'exécution, enfin d'existence de cette chose. Et puis de plus en plus, en fait, on va la voir même avant qu'elle n'apparaisse. On va voir qu'il y a peut-être un petit début de colère, de mécontentement qui va apparaître, mais il ne va pas avoir le temps de s'exprimer, en fait. Il va être vu aussitôt. Donc il ne s'agit pas, enfin ce que disait Shunryu Suzuki, il disait en fait on est tous, on est parfait tel qu'on est. Il ne s'agit pas de vouloir changer. Il s'agit déjà de prendre connaissance. Et prenant connaissance, de fait on va changer. De fait on va changer. Mais ça ne part pas d'une volonté. Parce que s'il y a une volonté, ça veut dire qu'on va rejeter une part de nous-mêmes. Donc à nouveau, on va être dans le rejet. Il s'agit de prendre connaissance et de faire tous ces efforts, comme disait aussi Shunryu Suzuki, pour être simplement un meilleur humain. Mais les choses sont bien en fait telles qu'elles sont, telles que c'est. La seule chose qu'on a à faire, c'est juste prendre connaissance. Donc Hervé, en tant que moine zen, tu as une activité de sangha, comme on dit, c'est-à-dire que tu animes une petite communauté autour de la pratique, ici à Mitois dans ton ermitage. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ça? Alors effectivement, j'enseigne. Donc tout d'abord, évidemment, je continue à suivre les enseignements d'un maître. Je suis les enseignements d'un maître qui s'appelle Jean-Yves Leclerc, donc qui a un dojo en Charente-Maritime, à Saintes, qui s'appelle le Zendo du Boulet, et qui lui-même en fait a pratiqué pratique dans une lignée qui n'est pas celle de Deshimaru, qui est celle de Shunryu Suzuki, donc qui a lui enseigné le zen aux États-Unis dans les années 60. Donc c'est important parce que dans le zen, c'est important de s'inscrire dans une lignée de maître à disciple. Donc ce lieu, ça fait presque 15 ans que ce lieu existe. J'enseigne ici, donc à Mitois, dans le village de Mitois, donc dans le pays d'Auge. J'enseigne également à Caen, à Bayeux, et aussi une fois par mois en Suisse normande, pas loin de Falaise. Donc voilà, donc il y a des petits groupes de personnes qui viennent pratiquer, qui viennent s'asseoir. Et une fois par mois, on pratique pendant une matinée ou une journée entière ici, donc à Mitois, dans ce dojo. Et sinon, dans les autres lieux, donc Caen et Bayeux, c'est une fois par semaine.